Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Manon Gaillard, assistante de direction chez Globaliance, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des rendez-vous de l'international consacré à l'ASEAN. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Xavier Pouliken de Source of Asia, qui se présentera ultérieurement et qui nous expliquera les tendances clés et les secteurs à haut potentiel de ce marché. Je vous informe que le webinaire est enregistré et qu'il vous sera envoyé à la suite de celui-ci. Quelques petites informations techniques. Il durera 45 minutes avec 30 minutes de présentation et environ 15 minutes de questions-réponses. Je vous invite donc à déposer vos questions dans l'espace prévu à cet effet ou bien dans le chat. Sans plus attendre, et pour ceux qui ne connaîtraient pas Globaliance, voici quelques informations sur notre réseau. Donc, c'est un réseau qui a été créé en 2015 et qui regroupe 12 experts, tous dirigeants opérationnels. Ils sont experts pays et sectoriels, tous basés à l'étranger, avec en moyenne 25 ans d'expérience par zone. Aujourd'hui, on est présent sur plus de 70 pays avec 750 collaborateurs à travers le monde. Donc, voici les domaines d'expertise sur lesquels nos membres peuvent intervenir. Il s'agit globalement de tous les volets de l'internationalisation d'une entreprise, aussi bien sur le sujet de l'export que le sujet import. Sans plus attendre, je laisse la parole à notre expert pour nous parler de l'ASEAN sur les tendances clés et les secteurs à haut potentiel. Xavier, je te laisse la main. Merci Manon pour l'introduction et merci à tous pour votre participation. J'étais ravi de voir le nombre de participants pour ce sujet ASEAN qui est visiblement assez attractif. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, pour ceux qui connaissent, qui sont familiers avec la zone, ce que ça représente en 2025 et évidemment quelles sont les perspectives sur lesquelles on peut se pencher sur 2026. Et donc, dans l'introduction, je vais faire un parallèle entre l'histoire de Source of Asia, que je représente. Donc, je ne me suis pas introduit. Donc, de mon côté, Xavier Pouliken, moi, je suis en charge du business développement chez Source of Asia. Et je supervise également l'équipe de représentation commerciale, notamment pour les sociétés françaises qui s'exportent sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Donc, sur Safasia, à l'instar de l'ASEAN, ça a été fondé il y a un peu plus de 20 ans par deux Français qui avaient une activité de production de céramique et de bambou qu'ils exportaient en Europe. Et c'est de par cette activité qu'ils ont aperçu de l'ensemble des barrières en fait, qui pouvaient se créer lorsqu'on essaye de faire du business entre les sociétés européennes et les sociétés asiatiques. Des barrières qui sont justement pas que culturelles. Et donc, c'est de là qu'ils ont décidé de créer Source of Asia pour mettre en place des solutions pour répondre à ces problématiques-là. Donc, les problématiques qui existaient il y a 20 ans, et en fait, depuis 20 ans, avec la croissance de l'ASEAN, qui est sur une croissance de plus de 6% pour l'ensemble des pays depuis ce moment-là, ça a créé aussi énormément de nouvelles problématiques et opportunités. Et ce qui a créé aussi, nous, le développement de l'ensemble des services où l'ensemble des collaborateurs tentent d'y répondre. Et donc, ça va des sujets de sourcing, supply chain, jusqu'aux sujets d'expansion commerciaux et également de corporate et RH pour l'implantation sur la zone. Et enfin, aussi des sujets de fusion-acquisition. Je rentrerai plus dans le détail, mais également des nouveaux services plutôt portés sur des sujets digitaux et marketing qui sont à part entière dans les évolutions et le développement des activités sur les marchés asiatiques. Ensuite, avant de rentrer dans les détails de l'ASEAN précisément, je voulais vraiment aussi remettre en contexte où on en est aujourd'hui, et notamment pour les sociétés françaises, d'un point de vue contexte économique mondial. Donc, qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est que, il y a des zones de risque quand on fait du business international qui sont de plus en plus forts, notamment de par les crises. Donc, on parle effectivement de, par exemple, la guerre économique sino-américaine. Ça peut être aussi les sujets de guerre entre la Russie et l'Ukraine ou autres, et qui impactent vraiment aujourd'hui au niveau global. Ce n'est plus régional, c'est toutes les crises ont un impact global. On se parle même des crises de Covid-19 ou un bateau bloqué sur le canal de Suez, ça a des impacts qui peuvent être vitaux pour les entreprises.
si elles ne mettent pas en place des stratégies de diversification. C'est nous ce qu'on fait de plus en plus avec nos clients, c'est s'apparente à du risk management. C'est vraiment l'une des clés aujourd'hui de diversifier à la fois en amont, donc sur ces sujets de production, de supply chain, avoir des sources de fournisseurs, des sources de matières premières qui sont fiables et diversifiées d'un point de vue origine, et également en aval sur les sujets d'export, donc quand on choisit ses marchés à l'export. Et donc, c'est ça le risk management, c'est vraiment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut essayer d'identifier au maximum les risques, et notamment avec l'Asie, qui contrairement à l'Europe, a plutôt bénéficié de l'ensemble des dernières crises et de la guerre sino-américaine, parce que l'ASEAN est devenue plutôt une alternative, que ce soit en termes de supply chain d'abord, et maintenant également en termes d'export, parce que c'est une région plutôt qui est maintenant dans ses 30 glorieuses, hein, vraiment, donc qui présente beaucoup d'opportunités, mais par contre qui demande beaucoup de compréhension aussi pour les sociétés européennes, notamment d'un point de vue concurrence. Pour faire un parallèle, quand on est aujourd'hui une société française, on a tendance à être mis en concurrence avec les autres pays européens euh, ou quelques sociétés en Asie, surtout en Chine ou aux États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, une société sud-asiatique, donc ça peut être un de vos potentiels distributeurs ou même fournisseurs, va être face à un panel d'offres qui va venir du Japon, de la Corée du Sud, d'Afrique, d'Asie en général. Et donc, cette pluralité des offres fait qu'aujourd'hui, vos partenaires commerciaux sud-asiatiques sont très au fait de tout ce qui existe et vont pouvoir très rapidement évaluer la valeur ajoutée de ce que vous proposez. Et donc, ça, c'est vraiment l'un des points clés au-delà de la stratégie de diversification qu'il faut prendre en compte quand on s'adresse à l'Asie et notamment à l'ASEAN, le groupe économique d'Asie du Sud-Est. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'est l'ASEAN. Donc, comme Manon l'a précisé, on vous enverra la presse juste après, donc je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais pour vulgariser aujourd'hui ce qu'est l'ASEAN, c'est, à l'instar de l'Europe, un groupement économique qui regroupe 11 pays et qui représente une population de 700 millions de personnes qui est dans une phase de croissance exponentielle, avec une croissance de plus de 5% pour l'ensemble des marchés, et donc qui représente des opportunités très intéressantes pour les sociétés européennes. Au-delà du dynamisme, de la jeunesse, des opportunités, c'est aussi surtout la stratégie des pays de l'ASEAN, qui est plutôt différente de la stratégie chinoise, par exemple, parce que la stratégie des pays d'Asie du Sud-Est, pour apparaître comme une alternative crédible et intéressante, c'est plutôt de miser sur les IDE. Et donc, l'ASEAN, ils essayent par tous les moyens, enfin du moins par beaucoup de moyens, d'attirer les investissements étrangers, d'attirer les importations, et effectivement pour profiter aussi de ce qu'ils ont à offrir en termes d'exportation vers l'Europe ou vers les États-Unis. Et donc, comment ils font? Notamment, un des leviers, c'est justement ces accords de libre-échange. Donc, l'ASEAN a ratifié un très grand nombre d'accords de libre-échange, ce qui en fait un territoire très attractif. Pour prendre l'exemple du Vietnam, le Vietnam est un des seuls pays dans le monde à avoir ratifié un accord avec l'ensemble des pays européens pour abattre les droits de douane sur 95% des produits. Donc, ça a commencé en 2020, ça devrait se terminer en 2027. Quand je dis se terminer, c'est pas que les, les- les tarifs reviennent ensuite, hein, c'est vraiment en 2027, 95% des produits seront à 0% de tarifs de douane. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que d'un point de vue, on en a parlé juste avant de la concurrence, c'est aussi un levier en termes de concurrence de prix. Donc le Vietnam essaie de miser sur ça et puis d'autres pays aussi. C'est pas mentionné ici, mais l'Indonésie vient de ratifier l'accord avec l'Union européenne de la même manière il y a quelques mois et donc profite de la même stratégie pour attirer des investissements étrangers. Je donne un exemple. L'un des clients qu'on a accompagné, la problématique était je souhaite produire, je produis déjà au Vietnam, mais je n'arrive pas encore à profiter des accords de libre-échange pour des questions de compliance, d'administrative. Est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus? Effectivement, une fois qu'on a obtenu les certifications, le gain est quand même sur la valeur du produit de environ 15%. Donc ensuite, quand on ramène ça en Europe, la différence est très importante et très impactante
pour le consommateur européen. Et un autre fait important, c'est que l'ASEAN, donc, c'est une zone de libre-échange, mais il n'y a pas d'harmonisation, contrairement à l'Europe, sur des normes, sur des échanges commerciaux comme on a. Par contre, il y a aussi une très grande réflexion sur les échanges intra-ASEAN. Rentrer en ASEAN, ça passe souvent par ce qu'on appelle un pilot market. C'est beaucoup ce qu'on dit à nos clients. C'est que c'est difficile de réfléchir à rentrer dedans comme un bloc, mais par contre de réussir, de trouver une porte d'entrée en ASEAN et d'ensuite aller diriger vers les autres pays de l'ASEAN en expliquant la success story qu'on a eue sur le Vietnam, Singapour, la Thaïlande, va permettre, c'est vraiment un gage de crédibilité pour les autres pays sur la valeur du produit. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et effectivement, dans une réflexion logistique aussi, l'ASEAN est très intéressant pour ce qu'on appelle être un hub logistique. Donc d'avoir une plateforme d'assemblage ou de production va permettre ensuite d'arroser les autres pays de l'ASEAN parce que les accords de libre-échange sur toute la zone vont permettre d'être très attractifs en termes de prix proposés pour les produits. Donc je viens de l'évoquer sur la partie plutôt sourcing. L'ASEAN, c'est une destination intéressante à l'export, une bonne alternative. C'est aussi encore plus connu sur la partie sourcing. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des pays sont différents, ont des produits différents, des expertises différentes. J'ai volontairement laissé ici une slide qui met plutôt en avant des chiffres de 2023 pour montrer à quel point tout évolue vite. Je prends l'exemple du Vietnam, qui est un pays assez connu dans sa production pour, par exemple, le textile, l'électronique. C'est effectivement le cas. Mais en fait, l'explosion des prix de ces deux secteurs-là fait qu'il y a aussi une amélioration des processus et de la valeur ajoutée sur la production vietnamienne. Et aujourd'hui, le Vietnam, par exemple, sur le textile, on n'y va pas pour sourcer des produits, enfin des t-shirts imprimés. On y va vraiment pour sourcer des produits plus techniques, pour aller chercher à produire un sac à dos, une veste technique, etc. Et c'est plutôt vrai sur les autres marchés également. La Malaisie est un pays assez connu pour avoir une main-d'œuvre très qualifiée sur certains produits. Et donc, ce qu'on conseille plutôt, c'est d'avoir une réflexion étape par étape. Aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 2 ans, ce qu'on propose à nos clients, dans 80% des cas, c'est de commencer leur réflexion sourcing en ASEAN par un country benchmark. C'est d'identifier quels vont être le ou les pays intéressants à aller chercher. Notamment quand on a une réflexion, ce qu'on appelle China plus one, donc recherche d'alternatives à la Chine, mais qui peut être aussi une première entrée sur l'Asie. Ça arrive souvent que finalement, il y a des distributeurs intéressants, 2 au Vietnam, 3 en Malaisie, 1 en Thaïlande. Et le défi après, c'est plutôt d'aller gérer cela. Et ça, c'est plutôt nous qui vous accompagnons là-dessus. Et c'est ce qui diffère d'avoir un sourcing en Chine qui est effectivement un seul pays, donc une seule gestion. Et c'est ensuite, étape par étape, qu'on peut avoir une supply chain efficace avec l'ASEAN. Et c'est vraiment lié à ce que je mentionnais avant, c'est cette diversification de risques. Même si l'ASEAN aujourd'hui est une zone euh, très stable politiquement, géopolitiquement, aujourd'hui, dans une réflexion de risk management, c'est aussi intéressant d'avoir des fournisseurs dans des pays différents de l'ASEAN. Et ensuite d'aller tester petit à petit des fournisseurs jusqu'à avoir une implantation et donc peut-être un volume d'affaires suffisant qui peut amener à la réflexion d'ouvrir un hub logistique. Pour résumer, donc effectivement, l'ASEAN, au-delà de la situation plutôt stable, c'est vraiment aujourd'hui une alternative majeure, la 5e économie du monde en termes de bloc géographique. Et ce qu'il faut savoir en arrivant, c'est qu'il y a certains domaines qui sont plutôt étatiques, et donc il faut aussi avoir une présence locale pour vous aider sur ces secteurs-là. Par exemple, aujourd'hui, répondre à des appels d'offres dans beaucoup de pays de l'ASEAN, ce n'est pas possible si on n'a pas d'entité locale. Mais il y a des partenaires qui existent pour pouvoir vous accompagner sur ça. Et effectivement aussi, il faut prendre en compte que certains marchés ne sont pas encore développés en termes d'infrastructure. Et donc, ça peut créer certaines barrières à l'entrée, mais c'est plutôt des choses qui vont dans le bon sens et qui devraient s'améliorer. Pour résumer, nous, on a, après 20 ans d'expérience,
on a catégorisé rapidement les 5 P comme étant les 5 facteurs à prendre en compte lorsqu'on a une réflexion de développement sur l'ASEAN. C'est vraiment la préparation. Quand on rentre en ASEAN, il faut être prêt. Pas parce que c'est à l'autre bout du monde et où finalement parfois ça peut être plus facile que de faire du business avec la Belgique ou l'Italie. Il faut être plus préparé en termes de temps que ça va demander. L'investissement n'est pas forcément la clé parce que nous, on accompagne à la fois des PME, des ETI, des grands groupes. Et c'est pas le budget qui est en général la clé, c'est plutôt le temps qu'on va y mettre. Parce que rentrer sur un marché, ça prend du temps, ça demande de la persévérance, ça demande de la présence locale. C'est pour ça que nous, on développe de plus en plus aujourd'hui notre service qui connaît plus de succès, c'est la représentation commerciale qui existe sous plusieurs modèles, hein, je le décrirai un peu plus après, mais c'est vraiment d'avoir cet accompagnement local qui va vous permettre dans une réflexion long terme d'avoir un vrai impact et de pouvoir vraiment ouvrir des volumes d'affaires intéressants quand on est en Asie du Sud-Est. Sur la partie 2026, pour faire un horizon, donc très rapidement, effectivement, dans les dernières estimations, c'est encore très positif. Et ici, je mets l'accent sur le Vietnam qui devrait finir à environ 7,5% en 2026 de croissance, qui tire la croissance en ASEAN, mais l'ensemble des marchés sont dans une dynamique positive. Et on est sur les mêmes ordres de grandeur en 2026. Donc, l'Asie du Sud-Est est encore dans une phase de développement qui est vraiment au début et qui ne semble pas s'essouffler. Et en termes d'opportunités, donc, je l'ai évoqué, que ce soit sur la partie approvisionnement, sur la partie opportunité à l'export, les secteurs sont assez variés. Ce qui est assez spécifique de l'Asie du Sud-Est, c'est qu'il y a des produits, de par les matières premières qu'on a ici en Asie du Sud-Est, où les marchés d'ASEAN vont être très forts en approvisionnement. Et il y a beaucoup de marchés où il y a une absence totale ou partielle de matières premières ou de produits finis. Et donc, c'est aussi des grands importateurs. Des grands importateurs, on peut mentionner pour les plus connus tout ce qui va être la cosmétique, mais aussi beaucoup sur l'agroalimentaire, les équipements médicaux, etc. Et ça va être des grands exportateurs sur les sujets qui vont être par exemple l'ameublement, le bois, l'automobile. Et donc après, chaque pays est différent, mais il y a quand même une tendance au regroupement, par exemple entre le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande, qui sont aujourd'hui les 3 piliers sur une stratégie de sourcing, et des destinations comme le Vietnam, encore une fois, mais l'Indonésie ou la Malaisie, qui vont être très intéressants, avec les Philippines sur certains secteurs, sur la partie exportation. Donc, plutôt que de rentrer dans les détails de l'ensemble des secteurs ou même dans les chiffres, je vais plutôt vous raconter quelques clients qu'on accompagne sur certains secteurs pour pour vous mettre dans une perspective de qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous. Donc, je prends l'exemple ici du F&B. Donc, le F&B sur tout ce qui va être sujet de food and beverage. La clé aujourd'hui pour une société française ou européenne, c'est de miser encore sur la marque Made in France, Made in Europe. L'Asie est encore très impactée sur les scandales qu'il y a pu avoir il y a plusieurs années. On peut mentionner le lait infantile en Chine ou autres scandales sanitaires, ce qui donne toujours un gage de qualité très important sur les produits français et européens en termes de nourriture ou de boissons. Par exemple, nous, ça fait un peu plus d'un an qu'on est mandaté par un groupe agroalimentaire européen qu'on accompagne pour son entrée sur l'Asie du Sud-Est. Et donc, je l'ai précisé un peu avant, mais la première étape, ça a été de prioriser les marchés. Ensuite, ça a été de trouver des partenaires commerciaux. Et aujourd'hui, on est rentré dans une phase justement de développement commerciaux pour accélérer les ventes, faire ce travail de lobbying auprès des distributeurs ou même des clients en B2B sur certaines catégories de leurs produits. Et ce qui s'est passé, par exemple, c'est que au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte, donc effectivement dans la partie études, que certains des produits présentaient plusieurs barrières à l'entrée, notamment pour la Malaisie et l'Indonésie sur la certification halal, qui est quelque chose à prendre en compte parce que s'il n'y a pas cette certification, c'est très compliqué de distribuer sur les canaux sur ces deux marchés-là. Et donc ça, c'est aussi un segment sur lequel on les accompagne, faire certifier leurs produits en version halal.
Il y a également le sujet de, par exemple, la DLC. Donc, beaucoup de produits présentés une DLC d'environ 10 à 12 mois, ce qui est une grande barrière pour les distributeurs parce que le temps de transport entre l'Europe et l'Asie et ensuite le temps de stockage pour les distributeurs représente un frein. Parce que je le mentionnais, aujourd'hui, le panel d'offres, que c'est des marchés qui sont quand même assez inondés sur certains secteurs. On peut parler du secteur du vin, par exemple, qui aujourd'hui représente un panel d'offres comparé à la consommation qui est déséquilibré. Et donc, pour réussir, il faut vraiment que les produits aient une vraie valeur ajoutée. Ça peut être sur vraiment la proposition de valeur, que ce soit en termes de prix ou de qualité, qui sont plutôt, nous, nos critères en Europe de jugement d'intégration d'un produit ou non, mais aussi sur tous les autres critères de certification, de normalisation, ou ces critères, par exemple, de stockage, qui sont très importants. Parce que aussi, il y a des problématiques liées ici à la météo, ou liées à, je le mentionnais, le stockage, qui sont importants à prendre en compte. Et donc, nous, dans cette réflexion, on est là pour proposer toujours des alternatives pour entrer sur les marchés. Et par exemple, on vient de contractualiser sur Singapour en rentrant par le biais du online, qui n'était pas la stratégie initiale, mais parce que la consommation online sur le food est tellement importante à Singapour que ça permet justement d'ouvrir le marché singapourien ensuite sur l'offline grâce à ce pilote qui permet d'arriver chez les distributeurs en montrant les performances déjà acquises sur le online qui est rassurant pour eux d'intégrer le produit et donc de prendre le risque de le stocker dans la distribution. Un autre exemple de secteur qui est aujourd'hui l'un des sujets principaux en Asie du Sud-Est, c'est le healthcare en général, c'est le médical. L'Asie du Sud-Est, c'est une région la population est très jeune. Euh, pour prendre l'exemple du Vietnam, c'est 32-33 ans de moyenne d'âge. La croissance étant tellement importante, quelle est la meilleure manière de garder cette croissance le plus longtemps possible? C'est de garder la santé de la population. Aujourd'hui, il y a forcément une population qui commence à vieillir. Et donc, pour anticiper ça et l'absence aujourd'hui de développement du système hospitalier ou des systèmes de santé en Asie du Sud-Est, il y a un grand investissement de la part des gouvernements sud-asiatiques sur la modernisation de leur système hospitalier. Et aujourd'hui, vu qu'ils ne sont pas encore assez pointus technologiquement sur la production de certaines machines, certaines technologies ou certains services médicaux, il y a une grande importation de ces services-là, de cette technologie-là. Et donc, nous, on reçoit de plus en plus de demandes, à la fois de la part des acteurs ici sud-asiatiques, pour trouver des acteurs européens qui proposent cette technologie ou ces machines, et pour les aider à les importer. Je donne un exemple, on travaille depuis quelques années pour une entreprise française située à Toulouse qui fait des machines médicales et on les aide à importer leurs machines pour les distribuer dans les systèmes hospitaliers vietnamiens. Et au-delà de ça, de répondre aux appels d'offres parce qu'ils travaillent avec l'UNICEF par exemple, mais l'UNICEF requiert d'avoir une entité locale pour pouvoir postuler à ces appels d'offres. Et donc, via Sourcephasia, on sert d'intermédiaire pour importer les machines et pour les distribuer après dans les centres UNICEF sur le Vietnam. C'est un exemple, mais en plus de ça, en plus de l'investissement, il y a aussi des directives gouvernementales. Le Vietnam met en place en 2026 le démarrage d'un grand programme qui dure 5 ans sur le soin universel, qui vise jusqu'en 2032 à garantir pour 95% de la population la gratuité des soins, qui commenceront effectivement par les soins primaires et qui finiront par l'ensemble des soins d'ici 2032. Et donc ça, effectivement, c'est une grande dépense, parce que ça correspond à peu près à 8% du PIB vietnamien, ce qui est très important. Ce qui n'est pas encore, on est à peu près à 10% en France, mais on est à peu près à 2-3% sur les autres pays d'Asie. Et donc cette stratégie d'investissement, elle passe aussi par de l'achat de matériaux étrangers. Et donc effectivement, c'est là que les entreprises européennes ont une carte à jouer. Pour décrire à peu près nous, ce qu'on fait chez Sourcephasia, on essaye d'être ce qu'on appelle en anglais un one-stop shop company, c'est-à-dire de répondre à l'ensemble des problématiques que peut avoir une société européenne qui souhaite développer ses activités sur l'Asie du Sud-Est, que ce soit sur une réflexion en amont, en aval, et ensuite avec tous les services externalisés.
Je le mentionnais, mais aujourd'hui, l'accompagnement qu'on fait avec nos équipes digitales ici en interne chez Source Aphasia pour nos clients est quasiment quelque chose qu'on met en place tout le temps avec nos clients quand ils sont déjà ouverts des courants d'affaires. Et donc, on va intensifier ce qu'ils ont. Donc, le but, c'est vraiment d'être un accélérateur. Et donc, par tous ces leviers et ces actions qu'on peut mettre en place, parce qu'on a la connaissance locale de comment fonctionne le e-commerce, le digital, les actions, ce qu'on appelle beaucoup en Asie du live streaming, par exemple, ça va être un accélérateur de développement. Et c'est vraiment ce qu'on veut être et comment on veut vous accompagner, vous ou vos clients, pour pénétrer l'Asie du Sud-Est avec une réflexion long terme sur l'Asie du Sud-Est. Pour remettre en parallèle avec deux dernières études, je vous parle d'un client qui s'appelle Decowrap, qui est un client historique chez Source Aphasia. C'est un des leaders mondiaux dans l'emballage floral. Et ils sont venus en 2020, au moment du Covid, chez nous, parce qu'ils se sourçaient essentiellement en Chine. Et ils avaient cette problématique de risk management. Et donc, ils voulaient étudier des alternatives en Asie du Sud-Est. Et de fil en aiguille, ils ont aujourd'hui déplacé l'ensemble de leur supply chain sur l'Asie du Sud-Est avec le montage d'une usine sur le Vietnam. Et nous, on les a accompagnés sur cette réflexion à la fois de trouver des nouveaux fournisseurs, à la fois de montage de l'usine, sur tout ce qui est des services additionnels, de montage d'un ERP, de montage de processus, de formation des équipes en local pour que cette nouvelle supply chain, qui était d'abord en parallèle de ce qui se passait en Chine. Le but n'est pas d'arrêter les opérations et de tout changer d'un coup. C'est une réflexion étape par étape et de finir par switcher totalement une fois que les bases ont été solidifiées. Et un autre client pour être en parallèle, ce que je mentionnais sur la partie médicale, qui s'appelle LifeTech, donc qui est une société française qu'on a accompagné sur leur réflexion de pénétration des marchés vietnamiens, indonésiens, sur plutôt une démarche de compréhension des marchés dans un premier temps, des démarches réglementaires, qui est un point très important sur le médical et sur beaucoup d'autres secteurs. Et une fois qu'on a ce plan d'action qui est mis en place, c'est d'être aussi votre relais sur trouver les fournisseurs qui correspondent à vos critères, que ce soit en termes de force de frappe dans la distribution, que ce soit même des critères de compréhension. Nous, on est l'intermédiaire et on est effectivement après en aval là pour accélérer ce qui a été initié. Euh, J'aimerais bien rentrer dans beaucoup plus de détails aujourd'hui ou même sur plus d'études de cas, mais on est limité par le temps. Donc, ce serait avec grand plaisir de répondre à vos questions et de recevoir vos informations par mail après ça. Et avec plaisir pour répondre à quelques questions déjà aujourd'hui par le biais d'une session d'échange. Merci à tous. Merci beaucoup, Xavier, pour cette intervention. Je vous propose maintenant de passer donc aux questions-réponses. On a une question, Xavier, de Alain Le Tacon, qui demande, enfin qui dit, les conflits entre le Cambodge et la Thaïlande ont-ils un impact sur l'économie de la zone? Une très bonne question, effectivement, parce que je mentionnais que l'ASEAN est une zone géopolitiquement très stable, et c'est effectivement le cas depuis de très nombreuses années. Le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge a démontré qu'effectivement, hein, même l'ASEAN peut être victime de conflits en interne. Ça n'a pas vraiment impacté hein, les échanges entre la zone du tout, parce que le conflit s'est arrêté très rapidement au final. Mais c'est ce que j'expliquais, c'est que d'avoir même différentes sources entre les pays de l'ASEAN, ça permet d'éviter ce risque aussi également. Très clair, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Non, je vois pas d'autres questions. Donc, bah, il me reste à vous remercier à tous pour votre présence sur ce webinaire. Je en profite quand même pour vous informer que le prochain webinaire aura lieu le 29 janvier 2026 pour lancer cette nouvelle année. Il portera sur la Pologne avec notre expert Valiance. Pour l'instant, je n'ai pas encore le titre, mais je vous le communiquerai très prochainement. Et il ne me reste qu'à remercier Xavier pour cette présentation très claire. Ah, excusez-moi, j'ai une question. Donc, Nicolas te demande si, selon ton expérience, les boissons non alcoolisées, type jus de fruits, doivent-elles être certifiées halal pour la Malaisie?
C'est une très bonne question. Et c'est une question qu'on a eue parce que donc il y a un vigneron qui fait du vin non alcoolisé qu'on accompagne depuis 5 mois maintenant sur la zone et qui a eu cette problématique. Il y a effectivement des certifications spécifiques à délivrer en Malaisie et en Indonésie, qui sont d'ailleurs pas les mêmes entre les deux pays, hein. Donc il y a la certification halal qui peut parfois s'apparenter quand on est sur du sans-alcool, euh, il faut vraiment démontrer par le biais de plusieurs démarches administratives qu'on est sur 0,0% d'alcool pour pouvoir être distribué chez certains acteurs du pays. Donc effectivement, il y a des démarches que je pourrais préciser plus en détail lors d'une discussion, mais il y a des démarches à faire pour prouver le sans-alcool sur la Malaisie et l'Indonésie. Oui, pour des questions de ce type vraiment précises sur un sujet qui vous est propre, vous pouvez revenir bien sûr vers Xavier ou rentrer directement en contact avec Céline ou moi-même et on vous mettra en relation avec lui pour qu'il puisse répondre à vos sujets propres pour avoir le plus de détails possible. Donc voilà, Xavier, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, je vous remercie pour votre écoute. Et effectivement, le sujet mérite tellement plus de détails en fonction de vos cas particuliers que nous, on est disponible vraiment pour faire un entretien individuel dans les prochains jours. Alors, pas jours avec la période, mais semaines, et expliquer comment on pourrait vous accompagner pour vous développer sur les opportunités de l'ASEAN. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir. Merci à tous.